Prime Minister Mark Carney will make his second trip to the American capital on Monday, even with the United States in the middle of a government shutdown, where he'll hold meetings at the U.S. Capitol and at the White House, his second since he took office. And it comes at a moment where trade tensions between the two countries remain at a steady boil. Joseph Steinberg's a professor with the University of Toronto's Economics Department. Great to chat with you this morning, Joseph. We don't know the exact details of the Prime Minister's agenda, but the free trade agreement between Canada, the U.S. and Mexico, which is up for review next summer, will likely be a part of the conversation. Now, the U.S. ambassador to Canada has said an extension isn't likely, but that doesn't mean that USMCA or CUSMA is ending, correct? Certaines alliances commerciales perdent leur stabilité, non pas à cause de défaillances techniques, mais en raison de changements dans le comportement stratégique des parties concernées. En mars 2026, un rapport interne de la représentation commerciale des États-Unis a discrètement alerté sur la possibilité que le Canada ne manifeste pas d'intérêt pour renouveler sa participation à l'accord États-Unis-Mexique-Canada lors de la révision prévue pour le 1er juillet. Le document n'adoptait pas un ton alarmiste, mais soulignait un risque stratégique réel. Le retrait de l'un des piliers du bloc économique nord-américain par décision unilatérale d'un allié historique. Cette hypothèse, qui était jusqu'à récemment considérée comme improbable par les analystes institutionnels, a commencé à être discutée lors de sessions techniques restreintes par les membres du Comité des finances et du Comité des relations étrangères du Sénat. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Le changement de scénario n'a pas commencé par une déclaration officielle. Il s'est révélé à travers une série d'indicateurs. En février, le flux de touristes canadiens vers les États-Unis a chuté de 40% par rapport à la même période l'année précédente. Des sondages d'opinion ont montré que plus de 60% des Canadiens ont l'intention d'éviter de se rendre dans ce pays tout au long de l'année. Ces données ne sont pas seulement économiques, elles indiquent une érosion de la confiance entre des frontières qui, jusqu'alors, étaient considérées comme les plus intégrées du continent. Ce recul du tourisme, estimé à plus de 4 milliards de dollars par an pour l'économie américaine, affecte directement des secteurs tels que l'hôtellerie, la restauration et le commerce dans les régions frontalières. Cette détérioration ne s'est pas produite dans le vide. L'imposition de droits de douane de 25% sur les produits canadiens, les déclarations publiques sur une possible annexion territoriale et les nouvelles exigences en matière de contrôle migratoire, telles que l'enregistrement et la collecte d'empreintes digitales, constituent un ensemble de mesures adoptées ces derniers mois par l'administration Trump qui ont modifié la perception de la normalité institutionnelle entre les deux pays. La réponse canadienne, bien que discrète, a été méticuleusement articulée. Sous la direction de Mark Carney, le gouvernement a intensifié ses efforts pour diversifier ses partenariats commerciaux, accélérer l'intégration interne de son marché intérieur et élargir ses accords stratégiques avec l'Union européenne et les pays de la région Asie-Pacifique. La clause de révision de l'accord trilatéral, connu sous le nom d'USMCA aux États-Unis et de CUSMA au Canada, permet tous les 6 ans à tout pays de demander une renégociation ou de se retirer officiellement. Bien que le traité soit valable jusqu'en 2036, le point d'inflexion approche. Les actions canadiennes indiquent que, cette fois-ci, le processus de révision ne sera pas purement protocolaire. Et cela n'a pas échappé aux représentants du secteur productif américain. Lors d'audiences tenues à Washington, les dirigeants des chaînes agricoles et industrielles ont mis en garde contre les risques systémiques d'un éventuel effondrement commercial. Le représentant du secteur horticole, par exemple, a indiqué que des milliers d'exploitations familiales ne survivraient pas à de nouvelles barrières commerciales. Ce type de position, émanant de secteurs traditionnellement alignés sur le Parti républicain, montre que les implications vont au-delà des querelles politiques. Ce sont des structures de production qui dépendent de la libre circulation des marchandises, de la prévisibilité réglementaire et de la coordination régionale qui sont en jeu. La réaction des entreprises se produit parallèlement à l'inertie politique, créant un décalage entre les alertes techniques et la conduite de la politique étrangère. L'érosion de la confiance mutuelle commence à produire des effets cumulatifs qui, s'ils persistent, rendent les revirements de plus en plus improbables. C'est pourquoi ce canal se consacre à suivre de près les développements institutionnels, en cartographiant les signaux précurseurs et en croisant les informations techniques avec les décisions stratégiques, nous cherchons à offrir une lecture plus large de ce qui est réellement en jeu. La situation actuelle n'est pas marquée par un événement isolé, mais par une séquence cohérente de signaux institutionnels. Le rapprochement entre le Canada et l'Europe
la consolidation des partenariats avec les pays du Pacifique et la réorientation des politiques commerciales internes suggèrent que Ottawa ne se contente pas de réagir aux pressions, mais qu'il dessine un nouvel axe de positionnement international. Ce mouvement a le potentiel de reconfigurer les modèles consolidés d'interdépendance économique en Amérique du Nord. À partir de là, l'attention se déplace de la perception bilatérale vers les mécanismes institutionnels qui sous-tendent l'accord commercial en question. La clause de révision périodique prévue dans l'USMCA n'est pas un détail technique. Elle fonctionne comme une soupape de sécurité institutionnelle qui permet de rééquilibrer les attentes et de corriger les asymétries perçues par les parties. Il se trouve que, cette fois-ci, l'instrument de révision est activé dans un contexte de méfiance accumulée, de pression sectorielle croissante et de reconfiguration géopolitique simultanée. Cela modifie considérablement l'issue potentielle du processus. Parmi les acteurs qui surveillent désormais le comportement canadien avec une attention renouvelée, figurent les bureaux d'analyse législative de la Chambre et du Sénat des États-Unis. Des rapports confidentiels émis par ces structures indiquent que la mise en place d'alternatives commerciales par Ottawa ne se limite pas à des intentions politiques. Il s'agit d'une refonte active des dépendances stratégiques, sur la base d'accords bilatéraux et multilatéraux déjà en cours. L'entrée officielle du Canada dans le programme européen de défense stratégique, par exemple, a été interprétée par les analystes comme un signe clair que la confiance dans les garanties traditionnelles offertes par les États-Unis n'était plus considérée comme suffisante. C'est dans ce contexte que les départements du commerce, de l'agriculture et de l'industrie du gouvernement américain ont intensifié leurs consultations croisées afin d'évaluer les impacts d'une éventuelle reconfiguration. Lors de réunions techniques tenues entre février et mars, les représentants de ces secteurs ont fait état de difficultés à obtenir des réponses claires de l'administration actuelle sur les stratégies de limitation des dommages. L'argument récurrent, avancé par des interlocuteurs proches de la Maison-Blanche, est que la question serait résolue par un nouveau cycle de négociations, plus conforme à la vision présidentielle sur les accords bilatéraux. Cette attente ne trouve toutefois aucun fondement dans les données récentes sur le comportement international. Des pays comme le Japon et l'Allemagne, par exemple, ont également adopté des positions plus prudentes à l'égard des engagements stratégiques avec les États-Unis. Ce qui suggère que cette détérioration n'est pas un cas isolé. Cette convergence aide à comprendre pourquoi les secteurs industriels les plus intégrés dans les chaînes trinationales sont parmi les plus préoccupés. Une étude publiée par des consortiums automobiles a démontré que les droits de douane actuellement imposés pourraient entraîner une augmentation pouvant atteindre 12 000 $ du coût de production des véhicules fabriqués selon les règles de l'USMCA. En effet, les pièces et les composants traversent plusieurs frontières avant l'assemblage final. Chaque passage soumis à des droits de douane supplémentaires compromet le modèle logistique qui soutient la compétitivité des constructeurs automobiles américains. L'argument n'est pas idéologique, il est opérationnel. Dans le secteur agricole, la situation est encore plus délicate. Des représentants de l'Association américaine du soja et du Conseil horticole du Nord-Ouest ont rapporté que les droits de douane imposés pendant le premier mandat de Trump avaient déjà réduit considérablement les exportations vers le Mexique et le Canada. Selon les témoignages présentés, une nouvelle vague de mesures de rétorsion pourrait rendre économiquement impossible la poursuite de l'activité de milliers d'exploitations agricoles. La combinaison de coûts élevés, d'incertitudes réglementaires et de pertes de marché préférentiels est décrite par ces groupes comme une menace existentielle, et non seulement conjoncturelle. Dans ce contexte, l'action des conseils d'entreprise et des chambres sectorielles a pris une nouvelle dimension. En mars, une coalition informelle composée de représentants de 53 entités industrielles et agricoles a organisé une série de réunions avec des parlementaires des deux parties, demandant au Congrès d'agir de manière préventive dans le processus de révision de l'accord. La demande n'implique pas l'abrogation des mesures exécutives, mais plutôt la formulation de directives législatives garantissant une prévisibilité minimale aux chaînes de production concernées. Il s'agit d'une tentative d'activer les freins et contrepoids institutionnels avant que l'instabilité ne devienne structurelle. Dans le même temps, des observateurs internationaux liés à l'Organisation de coopération et de développement économique ont commencé à surveiller le comportement des États-Unis dans le respect des accords multilatéraux. Les rapports préliminaires indiquent que le pays a connu des fluctuations importantes dans sa prévisibilité réglementaire, ce qui a un impact direct sur les flux d'investissements étrangers. L'indice de confiance institutionnelle, calculé par des sociétés d'évaluation des risques politiques, enregistre une baisse continue des évaluations liées à la fiabilité
commerciale de la politique américaine depuis le troisième trimestre 2025. Cet ensemble de mouvements parallèles dans les secteurs productifs, les parlements et les observatoires internationaux suggère que le processus de révision de l'USMCA en 2026 ne sera pas mené uniquement selon des critères commerciaux. Il est devenu, dans la pratique, un test de crédibilité institutionnelle. Le degré d'engagement du gouvernement américain envers les principes de stabilité, de prévisibilité et de respect des engagements pris est évalué par de multiples acteurs. Et le comportement observé jusqu'à présent a généré plus d'incertitudes que de garanties. C'est pourquoi ce canal reste attentif à chaque mouvement pertinent sur la scène commerciale et institutionnelle. En suivant les points de convergence et de friction entre les acteurs concernés, nous cherchons à offrir une vision cohérente de ce qui se passe, sans simplification ni raccourcis interprétatifs. Les attentes autour de la révision contractuelle en juillet ne découlent pas uniquement de son contenu juridique. Elles se présentent comme un baromètre des relations hémisphériques et comme un signal pour le système international sur l'avenir de la coopération économique multilatérale. En élaborant des alternatives réelles à l'accord actuel, le Canada a renforcé son pouvoir de négociation et réduit sa dépendance. Il appartient désormais aux États-Unis de décider s'ils souhaitent regagner la confiance perdue ou continuer à s'enfoncer dans un isolement progressif, qui commence déjà à produire des effets économiques mesurables. Il existe des interprétations divergentes quant à l'avancement réel du processus de retrait du Canada de l'accord commercial qui structure l'intégration économique de l'Amérique du Nord. Des sources proches du gouvernement de Mark Carney affirment que la mise en place de voies alternatives et le renforcement des liens avec d'autres partenaires sont en cours depuis plus d'1 an, tandis que les autorités américaines décrivent encore ces gestes comme faisant partie d'une stratégie de pression typique des cycles de renégociation. Le cœur du débat ne se limite toutefois pas aux chiffres à court terme ou aux gains et pertes immédiats. Ce qui est observé, c'est un problème institutionnel, ce que signifie, dans la pratique, voir un partenaire historiquement stable réduire sa confiance opérationnelle dans un accord qui, pendant des décennies, a servi de référence en matière de prévisibilité. Les juristes spécialisés dans le commerce international rappellent que les règles de retrait de ce type d'accord sont formulées pour permettre une rupture formelle, mais pas pour résoudre automatiquement les effets d'une séparation réelle. La notification officielle peut exister sur le papier, mais les chaînes de production intégrées, les normes réglementaires harmonisées et les contrats à long terme ne se réorganisent pas par décret. Lorsque la confiance se détériore, l'impact se répercute sur les dimensions juridiques, logistiques et administratives, qui persistent pendant des années, même si de nouveaux traités sont signés et de nouveaux marchés sont annoncés comme substituts. Les registres et les analyses disponibles indiquent que le gouvernement canadien a déjà mis en place des structures internes de nature technique pour cartographier les scénarios de transition. Parmi les points discutés figurerait l'adaptation des règles d'origine, la révision des procédures douanières et la compatibilité avec les accords parallèles, notamment avec les pays de l'Union européenne et les économies asiatiques. Ce type de préparation a généralement lieu avant toute décision politique définitive, précisément parce que les décisions formelles dépendent de la capacité opérationnelle. Pour les analystes commerciaux, l'existence de ces travaux suggère que l'hypothèse d'un retrait ne se limite pas à des déclarations ou à des débats publics, mais qu'elle est mise en œuvre de manière progressive, par étapes, afin de réduire les risques au cas où les relations avec les États-Unis deviendraient moins fonctionnelles. Dans le même temps, une analyse plus prudente persiste, fondée sur la profondeur de l'interdépendance entre les deux marchés. Selon cette vision, une sortie formelle pourrait imposer des coûts élevés au Canada lui-même, en particulier dans les secteurs qui dépendent fortement d'un large accès au marché américain. L'industrie automobile, certains segments de l'agriculture et certains domaines technologiques bénéficient encore d'un degré d'intégration qui ne peut être remplacé rapidement. Même avec des accords supplémentaires et l'ouverture de nouvelles routes commerciales, la restructuration complète des chaînes d'approvisionnement pourrait prendre de nombreuses années, voire plus d'une génération d'investissements et d'ajustements réglementaires dans certains cas. Pour ce groupe, le signal donné par le Canada pourrait être moins une voie irréversible qu'un instrument de négociation visant à obtenir prévisibilité, stabilité et respect institutionnel dans le cadre de l'accord existant. Ce que l'on observe jusqu'à présent, c'est l'absence de consensus et, dans le même temps, l'amplification des incertitudes du côté américain. Les parlementaires liés à l'agenda commercial affirment que l'absence de messages cohérents de la part de la Maison-Blanche a rendu la coordination interne difficile. Les techniciens du département du commerce
font part de leur inquiétude quant à l'absence de ligne directrice unifiée sur la manière de préparer la révision de l'accord face au comportement canadien. Sans orientation claire, les projections économiques, les évaluations d'impact et les simulations réglementaires ont tendance à être produites de manière fragmentée, comme si différentes parties du gouvernement réagissaient à des scénarios distincts, sans converger vers une stratégie commune. C'est dans ce contexte que se développe la perception d'un test de résilience institutionnelle. Il ne s'agit pas d'une crise explicite, marquée par une rupture soudaine et une annonce dramatique. Il s'agit d'un processus d'érosion lente, alimenté par des ajustements diplomatiques discrets, des décisions administratives peu visibles et des changements opérationnels qui ne sont généralement pas portés à la connaissance du grand public. Ce type d'érosion est plus difficile à contenir car ses effets s'accumulent sous la surface, jusqu'à ce qu'un changement qui semblait improbable soit considéré comme une option gérable. Les spécialistes de la gouvernance mondiale observent que lorsqu'un partenaire historiquement fiable commence à envisager des alternatives, l'effet se limite rarement aux parties concernées. D'autres pays ajustent leurs attentes, révisent leurs plans et réduisent leur exposition aux risques réglementaires associés aux États-Unis. Dans les forums multilatéraux sur le commerce et l'investissement, la prévisibilité du comportement des États est un élément central de la confiance. Lorsque cette prévisibilité est remise en question, les répercussions se propagent, les négociations deviennent plus prudentes, les exigences en matière de garantie augmentent et les coûts de transaction ont tendance à augmenter. Il peut en résulter une perte progressive de l'attractivité institutionnelle qui va au-delà du commerce et touche à la position stratégique des États-Unis dans le système international. La révision obligatoire de l'accord, prévue pour le 1er juillet, est devenue plus qu'une simple étape contractuelle. Elle est désormais considérée comme un moment d'observation du comportement systémique d'une puissance confrontée à un choix délicat. Reconstruire des ponts avec un allié historique ou accepter un éloignement progressif. Le Canada devrait se présenter à la table des négociations avec un éventail plus large d'alternatives et un soutien interne consolidé pour défendre des positions plus fermes. Les États-Unis, quant à eux, devront faire face aux pressions des secteurs productifs nationaux, à l'attention de leurs alliés étrangers et aux souvenirs récents des conflits commerciaux qui ont affecté leur réputation de prévisibilité. C'est pourquoi l'issue formelle de la révision ne sera pas le seul élément pertinent. La manière dont le processus sera mené pourrait être tout aussi importante que le texte final. La capacité de coordination entre les agences, la clarté stratégique et la volonté politique de gérer les risques institutionnels auront une incidence directe sur la manière dont cet épisode sera interprété à l'échelle internationale. En fin de compte, ce qui est en jeu, c'est la perception de la manière dont les États-Unis tiennent leurs engagements et préservent les alliances construites au fil des décennies. C'est pourquoi cette chaîne continue de suivre chaque étape et chaque nuance de ce processus en cours. Une analyse continue permet d'identifier les signes discrets de changement institutionnel et de produire une lecture qui ne dépend pas uniquement du cycle immédiat de l'actualité. Le débat sur l'avenir de l'accord n'est pas purement technique ou commercial. Il révèle des choix plus profonds sur le rôle que les États-Unis souhaitent jouer dans un monde de plus en plus multipolaire. Les décisions prises dans les prochains mois pourraient alors redéfinir non seulement la relation avec le Canada, mais aussi le modèle de confiance entre alliés qui a soutenu l'ordre économique américain pendant des décennies.